D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis, Martin et moi, de cette opportunité d'échanger avec vous sur ce sixième, je crois que c'est le sixième webinaire sur la raison d'être. Alors, échanger, c'est un bien grand mot en cette période de confinement. Je crois que vous avez été près de 150 à vous inscrire. Ce qu'on vous invite à faire, et je crois que j'ai un slide qui en parle, c'est à utiliser la fonction converser qui se trouve dans la barre d'outils générale qui est au bas de votre écran, de façon à ce que vous puissiez nous transmettre toutes les questions que vous vous posez, y compris d'ailleurs dès maintenant, toutes les attentes que vous pouvez avoir par rapport à cette heure d'échange. Soit on pourra y répondre au fil de l'eau, soit Mathilde, qui fait partie de l'équipe de Des enjeux et des hommes, vous répondra si elle le peut ou se chargera de regrouper vos questions et de nous les soumettre. Alors, on va se présenter peut-être très rapidement avec Martin. Donc, moi, je suis Agnès Rambaud, je dirige Des enjeux et des hommes que j'ai cofondé il y a 17 ans maintenant. J'en profite pour vous annoncer à ceux qui ne le sauraient pas encore que nous venons de rejoindre le groupe EcoCert, dont nous devenons le pôle conseil en doublant la taille de l'équipe et avec un magnifique projet, y compris à l'international. Et ce qui nous caractérise dans ce nouveau pôle, c'est qu'on est capable d'aller du conseil en stratégie au change management jusqu'à l'accompagnement très opérationnel de projets. Et je vais avoir le plaisir d'intervenir aujourd'hui avec Martin Richer, que j'imagine que vous connaissez tous, notamment via son blog Management et RSE. Et Martin a créé un cabinet qui fait des conseils de direction. Il intervient plutôt au niveau des conseils d'administration, des COMEX, sur la façon de prendre en compte les enjeux de RSE dans des stratégies business plus durables, et puis de travailler sur la transformation des organisations. Voilà, alors on a fini cette étape de présentation par un petit zoom sur nos raisons d'être. Nous, on a défini la nôtre il y a une petite année avec toute l'équipe. Vous la voyez apparaître là à l'écran. C'était d'ailleurs une obligation parce qu'on est Bicorp depuis 5 ans et on a donc inscrit notre raison d'être dans les statuts, et Martin a travaillé également sur la sienne. Et j'en profite pour dire aussi que Martin est très actif dans le collectif qui s'occupe de la certification Lucie. Et je crois qu'il y a d'ailleurs une conférence cette semaine sur la raison d'être aussi. Petit flash de pub quand même, pour ceux qui considéraient que le temps imparti aujourd'hui est très court, on n'a qu'une heure. On a plein d'événements sur la raison d'être, qu'on co-anime avec Martin. Je vous donne rendez-vous au Palais des Congrès 7 et 8 septembre prochain, puisque ProDurable a été décalé. On y animera une masterclass toute l'après-midi avec des témoignages de La Poste, Veolia. Et puis on a aussi une formation pour ceux qui auraient envie d'aller vraiment plus loin sur une journée sur la raison d'être, et on animera en présentiel ou en e-learning. Voilà. Alors, on a prévu cette heure avec vous en 2 temps. D'une part, une mise en contexte, parce qu'il est important peut-être aussi de bien comprendre de quoi on parle, de ce qu'est la raison d'être, ce qu'elle n'est pas. Et puis, on consacrera surtout du temps à un tour de table, des retours d'expérience extrêmement opérationnels. Vous allez le voir tout à l'heure, des dernières missions menées. Et je vais laisser Martin faire la mise en contexte. Bonjour à tous. Alors, voilà un transparent qui résume un petit peu l'état de l'art, là où nous en sommes maintenant, à l'issue de la loi Pacte, avec 3 typologies possibles d'engagement vis-à-vis des parties prenantes à la disposition des entreprises, ou disons à la disposition des sociétés, puisque malgré tous nos efforts, le droit français n'a pas intégré la notion d'entreprise et en est resté à la notion de société. Donc, on a ici ce qu'on avait appelé la fusée à 3 étages, qui représente finalement une déclinaison possible des engagements que la société est prête à prendre. La première étape qui est obligatoire, qui s'applique à toutes les entreprises, toutes les sociétés, quel que soit leur statut, quelle que soit leur nature, qu'il s'agisse d'une coopérative ou d'une société anonyme, c'est la réécriture du fameux article 1833 du Code civil qui définit la notion de société et qui auparavant définissait la société simplement comme un rassemblement d'actionnaires. Donc il ne faut pas s'étonner que le comportement des sociétés soit très centré sur la maximisation du revenu actionnarial à partir du moment où on définit la société comme étant d'abord et avant tout
centré autour des actionnaires. Donc le Code civil évolue, il était temps, hein, il datait de 1804, notre bon vieux Napoléon Bonaparte, pour intégrer une notion jurisprudentielle qui est celle d'intérêt social. L'intérêt social, ça montre bien que l'intérêt de la société est détaché de celui des actionnaires, il peut être différent, et surtout la mention de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça veut dire qu'on déplace le cadre de management des sociétés, on déplace la finalité de l'entreprise pour tenir compte davantage des parties prenantes et reconnaître que la société est insérée dans la société, elle bénéficie d'un certain nombre de choses que lui donne la société et en retour, cela crée une responsabilité à l'égard de la société, de l'environnement, etc. Donc ça, c'est la première étape, ça s'applique à tout le monde et c'est obligatoire. Cela dit, la portée juridique est plutôt faible. On a du mal à imaginer qu'une entreprise pourrait, par exemple, être condamnée parce qu'elle n'aurait pas suffisamment pris en compte les impacts environnementaux sur la seule foi de cet article 1833. Donc, ça reste quand même relativement symbolique. Les deux marches suivantes sont, elles, plus sérieuses, plus engageantes, mais elles sont facultatives. Bon, moi, j'ai eu la chance de participer de près à la fabrication de la loi et le débat a été long et difficile sur qu'est-ce qui doit être volontaire, qu'est-ce qui doit être obligatoire. Je crois que finalement, le législateur a choisi dans sa grande sagesse d'axer plutôt sur le volontaire et il a sans doute eu raison parce que quand vous rendez un point comme celui-là obligatoire, ça risquerait pour les entreprises d'être pris comme une non-priorité et comme une obligation de conformité. Donc, la raison d'être, deuxième étape, on va un petit peu plus loin que la simple prise en compte des impacts et on est capable de préciser la contribution que notre société va donner, va apporter à son environnement, à la société, et donc quels impacts sociétaux, environnementaux on veut avoir et sur quoi on veut travailler pour montrer notre utilité sociale, sociétale, environnementale. Donc ça, c'est la raison d'être, sachant que la loi dit qu'on peut intégrer cette raison d'être dans les statuts, ce qui veut bien dire qu'on peut aussi, si on le choisit, définir sa raison d'être sans pour autant l'intégrer immédiatement, en tout cas, à ses statuts. Bon, on va revenir dans un instant à ce que c'est exactement que la raison d'être. Contentons-nous à cette étape de dire que c'est le pourquoi de la société, pourquoi elle existe, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. On peut ensuite décider, si on a envie de formaliser encore les engagements qu'on est prêt à prendre, de demander la qualité de société à mission. Alors j'insiste sur le fait que société à mission, contrairement à ce qu'on entend partout, ça n'est pas un statut. Ça n'est pas quelque chose qui serait équivalent à société anonyme à responsabilité limitée ou à coopérative. Non, c'est une qualité. Donc, toute entreprise, quel que soit son statut, peut décider, si elle s'en donne les moyens, bien sûr, de devenir une société à mission. Pour être une société à mission, il faut déjà être passé par la marche précédente. Donc, il faut avoir une raison d'être ou une mission, on va le voir dans un instant, et il y a un certain nombre d'obligations très formelles qui sont détaillées ici. En fait, il y a 5 conditions qui sont apportées par la loi. D'abord, il faut traduire la raison d'être ou la mission. Raison d'être et mission, c'est quasiment équivalent dans la loi Pacte. La mission, simplement, elle a une coloration très forte, sociétale et environnementale, alors que la raison d'être embrasse tous les enjeux, quelle que soit leur nature. Donc, il faut, première condition, traduire cette mission en objectifs, et la loi Pacte dit bien en objectifs sociaux et environnementaux. Il faut, deuxième condition, l'incorporer au statut de l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait une AG d'actionnaires avec une majorité des 2/3, comme toute modification statutaire. Il faut une gouvernance spécifique, donc la société doit former un comité de mission. Alors, la loi ne dit pas grand-chose sur sa composition. Le rapport Nota-Sénard recommandait fortement que les parties prenantes, voire des experts, soient fortement représentés. La loi Pacte, elle, se contente de dire qu'il doit y avoir au moins un représentant des salariés. Et ce comité de mission a pour tâche de vérifier l'exécution de la mission et des objectifs
que la société s'est donné. Et chaque année, il doit produire un rapport qui est annexé aux documents remis discutés en conseil d'administration et remis aux actionnaires. Quatrième condition, il faut une démarche d'évaluation des actions. Et donc, c'est ce que la loi appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, hein, qui est un terme qu'avait déjà consacré la loi sur la déclaration de performance extra-financière, c'est-à-dire un organisme, AFNOR ou autre, qui va venir vérifier qu'effectivement, un peu dans une démarche d'audit, qu'effectivement, la société se donne les moyens de sa mission et qu'elle essaye effectivement de mettre en œuvre la mission et les objectifs qu'elle s'est donnés. Et enfin, dernière condition, il faut le déclarer. Donc, une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, il faut déclarer que vous réclamez la qualité de société à mission au greffe du tribunal, qui, dans ce cas-là, la publie. Est-ce qu'il y a une sanction si on ne tient pas les objectifs qu'on s'est donnés? La réponse est non. Il n'y a pas de sanction, si ce n'est que si vous êtes dénoncé par une de vos parties prenantes, un client, un concurrent ou autre, le tribunal du commerce peut décider de vous retirer la qualité de société à mission et dans ce cas-là, vous êtes obligé de retirer toutes les mentions société à mission de vos documents commerciaux, de votre site internet, etc. Martin, il y a une personne qui demande quel est le document qui est remis aux actionnaires. Alors, il y a deux documents qui sont remis aux actionnaires. Si on prend les 5 conditions, vous avez la 3e condition là, qui commence par une gouvernance. Donc, ce comité de mission produit un rapport et ce rapport est remis au conseil d'administration et aux actionnaires. Et puis, vous avez la condition suivante, démarche d'évaluation, qui elle aussi se conclut par un rapport qui lui aussi est remis. Donc, c'est ces 2 éléments qui sont remis. Et en amont de ça, il y a la modification des statuts aussi. Oui. Mais bon, les statuts, c'est public, chacun peut se procurer les statuts. Ok. Alors, si on en arrive aux définitions. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que la raison d'être? Alors, on a pris quelques exemples qui proviennent du rapport Nota et Sénard, qui a très fortement imprégné la loi Pacte, en tout cas sur cette partie de la loi Pacte. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport Nota et Sénard prend beaucoup des métaphores de la navigation maritime. Il parle de phare, de boussole. Ça montre quoi? Ça montre que les 2 dimensions importantes dans la raison d'être, c'est la notion de long terme. On fait une raison d'être pour 10 ans, pour 15 ans. Celle de Danone va fêter ses 20 ans. Donc, vous voyez qu'une bonne raison d'être, ça peut tenir la distance. Et la deuxième composante importante, c'est la notion de direction, de sens, de stratégie. La raison d'être est effectivement ce qui va guider les initiatives que prend l'entreprise. Donc, ce n'est pas une simple proclamation, ça va bien au-delà et ça doit permettre de dévier du simple critère financier. C'est ce qui accompagne la nouvelle conception de l'entreprise que la loi Pacte véhicule, qui est une entreprise plus ouverte vers ses parties prenantes. Dans la loi Pacte elle-même, on ne trouve pas de définition, mais on en trouve dans l'étude d'impact ou dans l'exposé des motifs. Donc, on vous a mis ce qu'on trouve dans l'étude d'impact, la notion de sens, de motif, d'identité, de vocation, qui montre bien ce que c'est que la raison d'être, l'essence de l'existence de l'entreprise. Et puis, dans l'exposé des motifs, cette notion de doute existentiel fécond, qui est un véritable régal pour les juristes qui se disent que c'est une source de mission et de contentieux absolument sublime. Voilà, donc ça, on pourrait en rester là sur le plan légal. Donc, il nous a semblé qu'il était important d'avoir une définition plus opérationnelle, on pourrait dire plus maniable pour les COMEX, les comités de direction, les managers. Et donc, on a créé, avec des enjeux et des hommes, cette définition qu'on trouve très pratique et qui dit bien ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que d'abord, la raison d'être, c'est une contribution. Donc, on voit bien que ce n'est pas une proclamation, ce n'est pas une incantation. On décide véritablement quelle est la contribution que l'on souhaite apporter aux enjeux, quelle que soit leur nature, sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques, de ces domaines d'activité et en impliquant ses principales parties prenantes. Parce que pour nous, on ne peut pas définir une raison d'être indépendamment de l'implication des parties prenantes, justement parce que ce sont ce que vont nous renvoyer les parties prenantes qui va aider à définir la contribution que nous souhaitons apporter aux enjeux, c'est-à-dire également aux parties prenantes. Donc le point important ici, c'est bien de voir que la raison d'être est vraiment à 360 degrés.
Elle n'exclut aucun enjeu a priori. Elle peut s'intéresser à l'environnement, au social, au sociétal, à l'économique, bref, à tous les enjeux auxquels l'entreprise fait face. Alors, pourquoi se lancer? Quel est l'intérêt d'y aller? À gauche du transparent, vous avez trois mauvaises raisons. La loi PAC le permet. Bon, si vous êtes une société publique, elle va plus loin que le permettre, hein, puisque en septembre dernier, Bruno Le Maire a demandé à toutes les entreprises publiques et toutes les entreprises dans lesquelles la Banque publique d'investissement a mis de l'argent de définir leur raison d'être pour 2020. Donc, les tuyaux sont un peu encombrés par des entreprises qui cherchent à remplir leurs obligations, mais si c'est simplement de remplir une obligation, c'est un peu dommage. De la même façon, on voit aussi actuellement beaucoup d'entreprises qui vont par imitation. Tel acteur du secteur y est allé, donc je ne peux pas rester sur le bord de la route. Là aussi, c'est une motivation extrêmement faible. Donc pour nous, il y a trois bonnes et vraies raisons d'y aller. D'abord, la raison stratégique. Hein, les entreprises, on le sait bien, il y a des rapports très parlants de McKinsey, du BCG sur le sujet. Les entreprises sont de plus en plus axées sur le court terme, donc la raison d'être les invite à redonner du poids au long terme, aux véritables enjeux stratégiques. Hein. La démarche d'élaboration d'une raison d'être ressemble beaucoup à la démarche de plan stratégique, sauf qu'au lieu de se limiter à son environnement concurrentiel, on va visiter l'ensemble de ces parties prenantes, ou en tout cas les parties prenantes qui comptent. Donc ça, c'est le premier point, de remettre la stratégie au cœur de la gouvernance, et certaines entreprises ont fait un bel effort stratégique en même temps qu'elles ont défini leur raison d'être. Je pense par exemple à des gens comme Michelin, ou bien, pour prendre un cas d'une PME, à des gens comme Open Classroom. Deuxième raison, tirer parti du dialogue partie prenante. Alors pourquoi? Parce que justement, la raison d'être, ça suscite un questionnement. Qu'est-ce qu'on apporte à nos parties prenantes? Et la méthodologie que nous proposons avec Agnès est de travailler en associant les parties prenantes. L'impact de cette démarche, c'est tout simplement que vous créez de la cohésion, non pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau des parties prenantes, ce qui permet en fait de créer une sorte de chaîne de solidarité. Et donc, c'est finalement une très bonne protection contre le risque de désintermédiation, d'ubérisation qui empêche les dirigeants de dormir. On crée une raison d'être en étant solidaire avec ses parties prenantes. Et puis enfin, dernier objectif, qui est très fort en ce moment compte tenu du contexte, c'est d'ancrer le projet dans le corps social. Aujourd'hui, le mantra des directions générales ou des DRH, c'est la question du sens, donner du sens à ce qu'on fait, c'est la question de l'engagement, faire en sorte que les salariés comprennent mieux et adhèrent à la raison pour laquelle ils viennent travailler le matin. Bon, la raison d'être et le travail autour de la raison d'être, c'est une occasion parfaite pour donner du sens au travail dans l'entreprise et également donner du sens à l'entreprise dans la société. Qu'est-ce que moi je fais, comment je contribue, mais également comment mon entreprise contribue aux enjeux sociétaux, environnementaux qui l'entourent. Donc voilà trois bonnes raisons d'y aller. Et maintenant, on va voir un peu plus comment, et on va également regarder un certain nombre d'exemples. Oui, alors en fait, je pense que comme nous, vous avez certainement observé l'engouement qu'il y a eu autour de cette question de raison d'être depuis 1 an et demi. Donc les grands groupes, les ETI, les PME ont formulé et publié leur raison d'être. Quand on googlise aujourd'hui raison d'être, on tombe assez rapidement sur une longue liste. On découvre celle d'Atos, de Carrefour, de la SNCF, y compris d'ailleurs d'entreprises qui ont souhaité aller jusqu'à viser la qualité de société à mission, comme Yves Rocher, La Maïf, etc. On parlait déjà d'ailleurs il y a quelques mois, fin 2019, début 2020, des risques de purpose washing. Vous pouvez trouver un tas d'articles sur le web qui alertent les acteurs sur ces questions. Mais qu'en est-il finalement post-Covid? Je pense que plus que jamais, la question de la raison d'être est passée au tamis ou à l'épreuve du coronavirus, de même que la question de la RSE aussi. On a remis sur la gauche de l'écran, vous voyez, des articles récents sur la RSE. Mais si on se focus sur la raison d'être, moi j'intervenais la semaine dernière dans un atelier du C3D qui avait comme titre la raison d'être à l'épreuve du Covid, et je me suis essayée de distinguer
3 cas d'entreprise. Je pense qu'il y a celles qui n'avaient pas enclenché de chantier sur le sujet et qui aujourd'hui prennent vraiment la mesure de l'intérêt de l'exercice, même si elles n'ont pas forcément la bande passante pour se lancer d'ailleurs. Il y a une deuxième catégorie qui est celle des entreprises qui avaient publié leur raison d'être et qui se trouvent avec des objets qui correspondent finalement plus ou moins à leur pratique, qui parfois peuvent être des objets un peu embarrassants. Je pense à celles qui avaient mis la question de la santé apportée au plus grand nombre au cœur de leur raison d'être et qui vont devoir aussi être challengées sur la manière dont elles ont protégé la santé des collaborateurs ou des clients pendant cette période. Je pense aussi à celles qui faisaient référence à toutes leurs parties prenantes avec lesquelles elles souhaitaient créer de la valeur et qui aujourd'hui vont devoir, ont dû se préoccuper en tout cas par exemple de la santé financière de leurs fournisseurs de rang 1 et de rang 2 pendant la tourmente. Donc ça c'est la deuxième catégorie, celle qui possédait déjà une raison d'être. Et puis, il y a la catégorie des entreprises qui sont en cours de formulation. Et nous, ce qu'on observe chez nos clients en ce moment, c'est que la situation, du coup, a amené à monter d'un cran en termes de réflexion, au niveau notamment des COMEX, et à prendre en compte des enjeux de beaucoup plus long terme, à mettre à la table des enjeux d'évolution de business model, de capacité de résilience. Donc, ça a beaucoup transformé les chantiers raison d'être, à notre grand bonheur d'ailleurs. Voilà. Si je veux enchaîner de manière maintenant de façon plus opérationnelle, je voudrais essayer de partager avec vous des critères qu'on a identifiés avec Martin comme étant des critères d'une bonne raison d'être. Je vais démarrer par des contre-exemples et je m'en excuse déjà vis-à-vis des entreprises que je vais citer. Je dirais que c'est un exercice un peu facile dans la mesure où je me suis contentée d'utiliser les phrases de raison d'être qui ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et j'imagine que dans toutes ces entreprises, il y a un manifeste beaucoup plus conséquent et qui me contredirait. Mais en tout cas, on a vu fleurir un certain nombre de raisons d'être qui, ne nous semblent pas tenir la route dans la mesure où on considère qu'elles s'apparentent plutôt à des claims publicitaires pour certaines. Pour d'autres, parce qu'elles sont tellement génériques qu'on a du mal à reconnaître l'entreprise qui l'a formulée, ni à bien comprendre finalement la singularité de la contribution de l'entreprise, à partir de mots un peu soleil. Et enfin, on s'est dit qu'il y a certaines raisons d'être qui sont tellement aspirationnelles qu'on ne voit pas très bien comment l'entreprise a pu les traduire concrètement en engagement vis-à-vis de ses parties prenantes. J'en ai fini avec les contre-exemples, entre guillemets, ou les exemples perfectibles. J'aimerais bien vous donner 2 exemples qui nous semblent très intéressants à creuser. Évidemment, celui de la CAMIF. Donc vous voyez ici la raison d'être dont Emery Jacqui a dit qu'elle a pris presque 2 ans à l'entreprise pour la formuler à partir d'un exercice très participatif. C'est une raison d'être qui surtout est traduite dans un manifeste que vous pouvez télécharger sur le site de la CAMIF et dont vous voyez qu'il est composé d'un édito et surtout de plusieurs chapitres qui décrivent les engagements que la CAMIF entend prendre et surtout des actions extrêmement concrètes qui illustrent ces engagements avec une feuille de route sur plusieurs années. Je pense que l'exemple qui attire particulièrement notre attention aussi avec Martin est le suivant. C'est la raison d'être de Veolia qui a été publiée à la fin de l'année de février 2020, pardon, et qui est le fruit d'un processus collaboratif sans précédent chez Veolia et de longue durée aussi, qui a pris plus d'1 an. Et vous voyez que le cahier de raison d'être qui est publié ici comporte à la fois un édito sur la gauche, dans lequel Antoine Frérot partage la vision très particulière que son COMEX a de la place de l'entreprise en société. Ensuite, vous avez en bleu 2 pages qui décrivent la traduction de cette raison d'être pour l'ensemble des parties prenantes de Veolia. Et puis, 16 engagements que vous voyez avec des codes couleurs différents, assortis de KPIs, qui sont pris vis-à-vis des parties prenantes du groupe et qui vont surtout devenir une boussole pour l'exécutif, qui seront mis en œuvre via le plan stratégique 2023 et qui sont représentés aussi dans la roue que vous voyez en bas, qui s'appelle la roue de la performance plurielle,
Et pour rebondir sur ce que disait Martin à l'instant, si vous le zoomez, enfin, si vous le regardez télécharger sur Internet, vous verrez que dans ces 16 engagements figurent à la fois des engagements environnementaux, sociaux, sociétaux, mais également des engagements économiques ou des engagements pris vis-à-vis de la partie prenante client en termes de satisfaction. Et donc, je pense que c'est vraiment un modèle du genre. Et puis, en haut à droite, ce cahier de raison d'être est terminé par une présentation de la nouvelle gouvernance que Veolia met en œuvre. On remarquera au passage dans la roue de la performance que la raison d'être de Veolia s'adresse à répond à des grands ODD que vous voyez figurer par des pictos. Du coup, je vais laisser la parole maintenant à Martin pour revenir sur, une fois qu'on a vu ces bons exemples, sur le cheminement, comment fait-on pour en arriver là? Quelles sont les étapes à suivre? Voilà, les bonnes pratiques. Alors, la première chose, c'est de reconnaître que formuler une raison d'être ou révéler une raison d'être, c'est un projet extrêmement transversal. Finalement, la raison d'être, c'est la façon dont on exprime ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être demain, au sens de l'apport et de la contribution. Alors aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a des tas de fonctions qui font déjà ça. Si vous regardez du côté des ressources humaines, en bas du graphique, les ressources humaines, ils ont leur marque employeur. Leur marque employeur, elle est là aussi pour ça, pour dire ce que nous sommes aujourd'hui, notre culture d'entreprise, nos valeurs et ce qu'on veut être demain, avec l'objectif d'attirer les futurs candidats et puis de faire de la rétention des salariés qui sont déjà chez nous aujourd'hui. Si vous regardez du côté de la stratégie, dans la stratégie, on manie la vision, la mission, la vocation. Donc là aussi, on essaye, au sein de notre environnement concurrentiel, de dire comment on se positionne, quelle est notre singularité, qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on veut faire demain. Donc là aussi, on est un peu dans la même démarche. Du côté du marketing, ils ont leur plateforme de marque qui dit quels sont nos attributs. Du côté de la com, on a le manifesto, le récit. Du côté de la RSE, on a nos engagements vis-à-vis des parties prenantes. Bref, toutes les grandes fonctions de l'entreprise sont déjà dans cette démarche d'affirmation. Donc, la spécificité de la raison d'être, c'est qu'elle est en surplomb de tout ça et elle va tenter de faire la synthèse de toutes ces expressions. Parce que ces expressions visent d'abord et avant tout une seule ou éventuellement deux parties prenantes. La RH, elle parle aux salariés d'aujourd'hui et aux candidats qu'on veut attirer. La com, elle parle aux clients et aux prospects, etc., etc. Vous voyez, le juridique, il parle plutôt aux actionnaires. Donc, la raison d'être, elle a cette spécificité d'être à 360 degrés. Donc, c'est un projet transversal, ce qui n'est pas toujours facile pour les grandes entreprises françaises un peu organisées en silo. On y arrive plus facilement dans les PME à franchir cet obstacle parce que, effectivement, c'est en surplomb et ça fait la synthèse. Donc, il faut composer un comité de pilotage du projet qui va inclure au moins un représentant de chacune de ces grandes fonctions qui a un mot à dire sur ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être demain. Donc, principalement, en général, une personne de la RH, une personne du marketing ou de la vente, une personne de la stratégie, de la RSE, etc. C'est les grandes fonctions qu'a priori, on va retrouver dans le comité de pilotage. Pardon. À toi de jouer, Agnès. Voilà, alors un bon exemple, c'est Michelin. Bon, Michelin a une raison d'être qui est très, très simple, même peut-être un peu simplette, on pourrait dire, quand on ne lit que la phrase, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Mais là aussi, c'est intéressant de regarder le manifeste qui explique cette raison d'être. Et le manifeste de Michelin fait l'effort, justement, de décliner cette raison d'être pour chacune des grandes familles de parties prenantes. Donc, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, voilà ce que ça veut dire pour les clients. Par exemple, on est en train, chez Michelin, de faire pivoter le business model pour passer d'une vente de pneus à une location facturée au kilomètre parcouru. Donc, en faisant cela, on est aussi très favorable au développement durable parce que on va, au lieu que le fournisseur, c'est-à-dire Michelin, ait intérêt à ce que les pneus s'usent vite pour que le client en rachète un autre, dans ce nouveau business model, il a au contraire intérêt à ce que le pneu dure le plus longtemps possible. Donc, on économise tout ce qui constitue un pneu, c'est-à-dire beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie et beaucoup de caoutchouc, c'est-à-dire des EVA, c'est-à-dire de la déforestation. Vous voyez, donc on sait dire ce que ça veut dire pour les clients, mais on sait dire aussi ce que ça veut dire pour les collaborateurs. Parce que chez Michelin, c'est une entreprise où on peut faire toute sa carrière en bougeant souvent, en changeant de pays, en changeant de fonction, en changeant
de département. C'est aussi ça la meilleure façon d'avancer. Et il y a également un discours pour les actionnaires, pour la société, etc. Donc, voilà une raison d'être qui répond bien à ce critère de 360 degrés parce qu'elle s'adresse effectivement à toutes les parties prenantes. Elle a quelque chose à dire. À toi, Agnès. Non, c'est à toi. C'est à moi? Ah bon. Alors du coup, ça c'est finalement ce transparence, c'est finalement le fruit de, en gros, 1 an et demi de R&D qu'on a fait des enjeux et des hommes et management et RSE avec nos premiers clients, où on a passé toutes les raisons d'être qu'on a pu trouver sur le marché français, mais également les corporate purpose, comme on dit en anglo-saxon, chez les Anglais, chez les Américains ou ailleurs, et on a essayé de voir ce qu'on pouvait leur reprocher. Et finalement, on est arrivé à cette liste qu'on estime assez solide de 9 critères, et à chaque fois qu'on travaille sur une raison d'être, qu'on a plusieurs hypothèses, on utilise ce tamis pour passer les raisons d'être au stress test des 9 critères. Donc, une bonne raison d'être, elle doit être simple, parce qu'elle s'adresse à tout le monde, pas simplement aux professionnels de la profession, comme on dit, ou aux gens du métier. Donc, elle doit être comprise par tout le monde. Elle doit être synthétique, parce que sinon, elle risque d'être trop complexe. Il y a un des experts du Corporate Purpose qui a fait un article dans la Harvard Business Review pour dire qu'une bonne raison d'être devait pouvoir s'imprimer sur un t-shirt. Alors, il ne disait pas si le t-shirt peut être XL, XXL, mais on voit que le côté synthétique est important, différenciante parce qu'elle exprime la singularité de notre société. Elle doit être stable parce qu'il n'est pas question de changer de raison d'être tous les 5 ans ou encore moins tous les ans ou tous les trimestres. On construit une raison d'être sur le long terme. Donc, il faut qu'elle soit suffisamment souple et plastique pour s'adapter aux éléments de conjoncture. Elle doit être inspirante, sinon elle n'entraînera pas les parties prenantes, alors que c'est bien ça notre objectif. Elle doit être adaptable parce que quand vous êtes dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, il faut que votre raison d'être parle à tout le monde et donc puisse, par exemple, prendre en compte les différences culturelles. Elle doit être crédible, sinon vous serez accusé d'être hors sol, de nier les réalités. Si vous avez une raison d'être qui flotte, qui est complètement perchée, très loin du comportement réel et du fonctionnement réel de l'entreprise, vous ne tiendrez pas le coup. En même temps, il faut quand même qu'elle soit inspirante, comme on a vu au-dessus. Donc, vous voyez que ces critères sont parfois en partie un peu contradictoires. Donc, il faut bien ajuster les choses et il faut faire les bons compromis. Comme disait Agnès tout à l'heure, elle doit être en correspondance avec les ODD, les fameux objectifs du développement durable qui ont été définis par l'ONU à horizon 2030, c'est-à-dire les grands enjeux de la société et de la planète. Martin, oui. Martin, il y a justement une question d'une personne qui nous demande si les ODD ne sont pas une base un peu large en regard de ce qui se passe dans la société française. Alors oui, c'est effectivement une base très large, mais on peut dire que l'ONU et puis tout ce qui tourne autour, je pense notamment au Global Compact, ont fait quand même un très bon travail de préciser et de décliner les choses. Donc, vous pouvez, si vous prenez l'ODD numéro 3, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment compte tenu du contexte, c'est l'ODD sur santé, sécurité, santé, sécurité et bien-être. Bien sûr, on le décline dans le bien-être au travail, dans la santé au travail, mais on sait aussi le décliner sur les enjeux sanitaires. Bref, vous trouvez beaucoup de littérature maintenant qui vous aide à définir en fait quels sont les enjeux qui sont pertinents pour vous. Nous, l'intérêt qu'on y voit avec Agnès, c'est que c'est un peu un guide pour ne rien oublier d'important. Si l'exercice n'a pas encore été fait chez vous, ça vaut vraiment le coup de croiser les ODD avec votre stratégie. C'est-à-dire être capable de dire, parmi les 17 ODD, voilà les 4 ou 5 qui sont les plus pertinents pour nous compte tenu de notre activité d'aujourd'hui, de nos enjeux et de là où on veut être demain. Et voilà comment on est capable de les décliner pour déterminer ce qu'on peut apporter, nous, compte tenu de nos savoir-faire, nos métiers, notre stratégie. C'est à la fois les ODD et surtout les cibles qu'il y a derrière et qui sont beaucoup plus précises. Il y a 2 questions auxquelles tu pourrais peut-être répondre tout de suite parce qu'il y en a d'autres qui sont plus opérationnelles qu'on traitera après. Mais est-ce que la période que nous vivons est une opportunité d'accélérer ces travaux ou finalement est-ce que les entreprises vont quand même plutôt se focaliser sur la gestion de crise à court terme et de la nécessité de sauver les meubles parfois? Ou est-ce que ça risque de freiner ces réflexions ou au contraire d'être le bon moment? Effectivement, la réponse est dans la question. Il y a 2 effets contradictoires. On le voit très très nettement. Chez nos clients, nous on travaille
aussi bien avec des entreprises industrielles que de services, des petites, des grandes, des françaises, des internationales, et on voit les deux effets. Vous avez d'un côté un effet de sidération qui fait que tout ce qui n'est pas résistance au Covid-19 est mis de côté, et on a parfois du mal à remettre la raison d'être dans la problématique du Covid-19, mais Agnès l'évoquait tout à l'heure, ça a beaucoup de sens. Et puis d'un autre côté, les entreprises qui, au contraire, à l'occasion de cette crise sanitaire, se sont posé la question de leur utilité sociale, sociétale, environnementale, de ce qu'elles peuvent apporter au monde. Ce n'est pas un hasard si les entreprises de luxe ont été très actives pour faire du gel hydroalcoolique, ou bien je pense à LVMH qui a mis à disposition les excellentes relations qu'ils ont tissées en Chine pour arriver à prélever le plus possible de masques à faire venir par pont aérien vers la France. Toutes ces entreprises ont cherché à montrer leur utilité. Personne n'est mort parce qu'on est en rupture de sacs de luxe ou de parfums, mais on a envie de montrer qu'effectivement, les savoir-faire qui sont derrière peuvent être mis au profit de l'intérêt collectif et peuvent contribuer à apporter des réponses concrètes, des réponses du quotidien à la crise que nous vivons. Donc ces deux effets, ils jouent en même temps, et ce qu'on essaye de faire avec Agnès, c'est de montrer qu'ils ne sont pas contradictoires, qu'au contraire, la réflexion qu'impose la crise sanitaire doit inciter les entreprises à travailler sur leur contribution, sur leur utilité. Il y avait une question aussi de Sylvie qui demande si l'articulation d'une raison d'être entraîne systématiquement une refonte du business model. Je vais peut-être y répondre vite pour qu'on puisse enchaîner, et je ne perds pas de vue les autres questions, rassurez-vous. Mais je pense que pas forcément. Voilà. Mais en revanche, il y a un grand nombre d'entreprises qui en ont profité pour challenger évidemment leur business model. On intervient par exemple en ce moment dans une entreprise qui distribue du mobilier et des objets de décoration et qui est en train de réfléchir à l'aune de la raison d'être, à la question de l'ouverture de magasins ou du développement du e-commerce, qui réfléchit également forcément à sa supply chain et à la relocalisation d'un certain nombre d'approvisionnements. Donc, derrière ces ateliers, ces workshops, et notamment avec le COMEX, apparaissent des questions extrêmement stratégiques. Donc, je vous propose je regarde les questions pendant que Martin enchaîne, et puis je vais m'assurer qu'on répond à toutes vos questions sur les parties suivantes. Alors. Ok. Donc, comment se lancer? La méthode. Alors, on a avec Agnès, on a au fil de nos missions mis au point une méthodo qui commence à être assez rodée maintenant, qui est en 7 étapes. Donc, bon, je ne vais pas trop vous en dire, parce que certains d'entre vous sont d'honorables et adorables consultants, confrères, mais néanmoins concurrents. Mais juste pour vous donner l'architecture et les points majeurs, on commence toujours par une phase de recensement qui permet justement de faire le tri entre toutes ces formes d'expression dont je parlais tout à l'heure. Comment s'exprime la DRH, comment s'exprime le commercial, le marketing, le juridique, pour recenser tout ça, voir à quel point elles sont éventuellement complémentaires, parfois et même souvent contradictoires, et donc pour déjà faire un premier travail de tri. On regarde aussi le patrimoine RSE de l'entreprise. S'il y a eu une analyse de matérialité, ça fait gagner beaucoup de temps, parce qu'on sait déjà quelles sont les parties prenantes les plus pertinentes. S'il y a eu un effort de prospective, ça fait gagner aussi beaucoup de temps. Voilà, donc ça, on recense tout l'existant qui peut être utile au projet. Deuxième phase, on fait le cadrage. Alors ça, c'est extrêmement important. Le cadrage, il se fait notamment avec les dirigeants. Donc le COMEX d'un côté, c'est l'exécutif, et le conseil d'administration de l'autre. Là, c'est la gouvernance. Alors, je dis conseil d'administration, ça peut être un conseil de surveillance, hein, quelle que soit la forme d'organisation de la gouvernance de l'entreprise. Alors ici, il s'agit de faire 3 choses. D'abord, déterminer le niveau d'ambition que l'entreprise veut donner. Vous avez des entreprises qui partent sur un projet raison d'être avec une ambition tout à fait honorable, mais relativement limitée, hein, de donner un cadre d'action, etc. Vous avez d'autres entreprises qui sont beaucoup plus ambitieuses et qui veulent vraiment que leur raison d'être soit un juge de paix qui va guider l'ensemble des activités de l'entreprise. Bon, ça, il faut le savoir au début parce que ça permet de doser les choses convenablement. On détermine Martin, également pardon. oui, Vas-y. le degré d'implication
que le COMEX d'un côté et le CA, enfin le conseil d'administration de l'autre, voudront avoir tout au long du projet. Parce que là encore, ce n'est pas nous qui pouvons le présupposer. Il y a des instances de direction qui sont très friandes du sujet, il y en a d'autres qui le voient d'un peu plus loin, donc là aussi, il faut s'adapter. Et puis enfin, dernière chose, on détermine le comité de pilotage du projet et puis le groupe de travail qui va faire la phase 3, qui est la plus importante, qui est, alors on le fait nous sous forme de 3 ateliers successifs avec ce qu'on appelle les contributeurs, qui vont permettre de déterminer ce qu'on appelle les ingrédients de la raison d'être, c'est-à-dire ce qui compose la raison d'être. Donc ça, on a une méthodologie très focalisée sur le why. On essaye de faire en sorte que le contenu de la raison d'être que l'on fait émerger soit véritablement le pourquoi et pas juste le comment ou le quoi. Les interlocuteurs qu'on a ont toujours tendance à dire voilà ce que nous faisons et voilà comment nous le faisons. C'est très bien, c'est utile, c'est intéressant, mais ce qu'on veut d'abord et avant tout, c'est le pourquoi, le why, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons, quelle est notre contribution. Donc on se focalise sur le why et on se focalise aussi sur le contenu. On n'essaye pas de faire des jolies phrases aux côtés des générations futures depuis 1883, très joli slogan. Non, on essaye de déterminer le contenu. Qu'est-ce qui compose véritablement la raison d'être de cette entreprise? Ensuite, en phase 4, eh bien, finalement, en fin de phase 3, on a plusieurs hypothèses de raison d'être en termes de contenu. En phase 4, on les enrichit en consultant les parties prenantes à la fois internes et externes. Par exemple, on demande à des panels de clients, de partenaires, d'investisseurs, est-ce que telle ou telle possibilité de raison d'être, ça vous paraît crédible? Est-ce que ça vous paraît souhaitable, etc. Et puis, on peut également faire un test à grande échelle, notamment en utilisant les plateformes technologiques dont on dispose, qui permettent, alors c'est notamment très utile dans le cadre d'un groupe international, ça permet de consulter beaucoup de monde et du coup d'avoir une raison d'être qui vraiment fédère l'ensemble du corps social. Et puis, dans la finalisation, dans la phase 6, c'est là où, une fois que le COMEX a décidé, entre les différentes hypothèses de raison d'être qu'on lui a présentées, le COMEX a pris ses responsabilités, a choisi une direction, là on rentre dans l'écriture, la formalisation de ce qu'on appelle le cahier de raison d'être. Et dans un cahier de raison d'être, il y a 3 éléments. Il y a bien sûr la phrase ou le paragraphe, ce qu'on appelle la raison d'être, mais il y a également le manifeste, qui est un document un peu plus long, 1 page, 2 pages, 2 pages et demie, qui permet d'expliciter les termes, qui permet de décliner la raison d'être par partie prenante, CF l'exemple de Michelin qu'on a vu tout à l'heure, et qui permet de lui donner corps, de lui donner de la chair, de lui donner de la crédibilité. Et puis enfin, la 3e composante du cahier de raison d'être, c'est ce qu'on appelle les éléments de soutien. Donc ça, c'est toutes les preuves. Les preuves que cette raison d'être, ce n'est pas, entre guillemets, du pipeau. Donc c'est par exemple les engagements qu'on a déjà pris et qui vont dans le sens de la raison d'être, c'est les nouveaux engagements qu'on est prêt à prendre qui vont accompagner la raison d'être, c'est des éléments de preuve, c'est des études, des chiffres, etc. Tout ce qui montre comment on va donner vie à cette raison d'être, et c'est les indicateurs qui vont permettre de suivre la réalisation de la raison d'être au fil du temps. Et puis enfin, on arrive ensuite à la phase 7 qui est le déploiement. Donc le déploiement, ça consiste déjà à traduire la raison d'être dans les process, donc faire en sorte que le fonctionnement de l'entreprise soit bien aligné avec la raison d'être, et puis également à préparer tout l'ensemble du plan de communication et de déploiement, comment les managers d'équipe vont s'emparer de la raison d'être pour, par exemple, animer une des réunions périodiques qu'ils font avec leur équipe sur le thème « Cette raison d'être, qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous, pour notre équipe? Comment on va lui donner vie, comment on va lui donner chair ?» Donc le déploiement, c'est extrêmement important et c'est souvent sous-estimé, alors que c'est là qu'on arrive à la valeur ajoutée de la raison d'être. Voilà, c'est les 7 phases. Alors, dans un grand groupe, ça peut prendre un peu de temps, et il faut donner du temps. Dans une PME, on va beaucoup plus vite, notamment dans le cas d'une PME, la phase, tout l'amont, phase 1, 2, 3, ça peut se concentrer en une seule phase qui va beaucoup plus vite. Donc, pour donner un ordre de grandeur, parce que c'est souvent la question qui est posée, quel temps il faut, bon, dans une grosse PME comme Covivio, qui est une foncière qui est installée dans 3 pays, France, Allemagne, Italie, qui fait 800 personnes, on a mis entre avril et juin compris, c'est-à-dire 3 mois, entre la première réunion et la révélation de la raison d'être.
Donc, ça peut aller assez vite dans le cas d'une entreprise qui a déjà une maturité RSE, qui connaît ses parties prenantes. Vous voyez, c'est plutôt ça les facteurs qui jouent sur la durée du processus. Avant peut-être que tu reviennes sur les facteurs clés de succès, je voudrais qu'on réponde à quelques questions. Donc, certaines personnes se posent la question du rôle des collaborateurs. Est-ce que les collaborateurs peuvent initier un chantier raison d'être? Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'influence pour convaincre leurs dirigeants de travailler sur le sujet? Et du coup, comment la réflexion est menée entre ce que le top management peut formuler et ce que les parties prenantes internes aussi peuvent formuler, alors que parfois le management est peut-être moins mature sur la question. Donc, il y a le qui a l'impulsion, sachant que ce que je voudrais dire en termes de témoignage, c'est que vous voyez qu'on a positionné en étape, j'ai les questions qui me bloquent l'accès, excusez-moi, je ne sais pas si c'est étape 2, le cadrage avec le COMEX. Dans certaines missions qu'on a menées, on n'arrivait pas à avoir le COMEX en étape 2 et finalement on interfaçait le COMEX qu'après avoir formulé des ingrédients et potentiellement les avoir enrichis par les parties prenantes internes et externes. Et on a trouvé que c'était vraiment se tromper d'exercice et que, comme Martin le disait tout à l'heure, il fallait vraiment que très tôt, on ait les décideurs à bord pour justement bien positionner des niveaux d'ambition. Mais on va voir qu'à travers toutes ces étapes, finalement, ce qui se joue, ce sont des allers-retours successifs entre des choses qui vont être décidées au niveau souverain et aussi des éléments qui vont vraiment venir des collaborateurs. Moi, j'ai un exemple en tête en ce moment où en fait, on a vraiment réussi à faire évoluer complètement la perception du COMEX parce que ce qui est remonté des focus group collaborateurs en interne était d'une très grande richesse. Et je crois que tu as rencontré cet exemple aussi chez Covivio. Mais en tout cas, c'est une interaction finalement entre ce que pense le corps social et ce qu'a en tête l'institution. Et du coup, Martin, peut-être que tu pourras répondre à une question qui était comment formuler une raison d'être sans révéler trop d'avantages concurrentiels, sans révéler nos réels avantages concurrentiels auprès du marché. C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait que la raison d'être nous permette de nous distinguer de nos concurrents, qu'elle soit singulière, et en même temps, elle nous dévoile. Oui, bien sûr, et effectivement, elle communique nos axes d'orientation. Donc, est-ce que véritablement les avantages concurrentiels sont inclus dans la raison d'être et sont transparents dans la raison d'être? Sans doute que oui, en partie. Cela dit, est-ce qu'il y a encore du secret sur les réels avantages concurrentiels des entreprises? C'est là où je doute davantage. Je pense qu'effectivement, une raison d'être authentique, elle va forcément révéler le cheminement stratégique dans l'entreprise. Quand Michelin dit la meilleure façon d'avancer et quand il l'explique auprès de chacune de leurs parties prenantes, on comprend effectivement que le business model est en train de pivoter. Mais est-ce que Michelin pourrait aujourd'hui cacher son business model et sa stratégie et ses facteurs concurrentiels? Je ne crois pas. Aujourd'hui, tout est à une portée de tweet. Donc, je pense que c'est un peu illusoire que de vouloir garder le secret sur ce genre de choses. Enfin, c'est mon avis personnel. Et on a aussi deux questions sur l'articulation que peut avoir l'élaboration d'une démarche sur la raison d'être avec une démarche RSE qui est déjà existante. Tu veux y aller, Agnès? Oui, alors moi j'avais été surprise lors d'une des premières missions de voir le président d'une PME me dire je ne sais pas si la directrice RSE est la mieux placée pour piloter le projet, je ne sais même pas si on va l'associer au projet, puis assez rapidement il a cheminé. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès lors que la raison d'être est une réponse, une contribution de l'entreprise à un certain nombre de grands défis, le patrimoine RSE de l'entreprise a toute son importance. Et comme le disait Martin tout à l'heure, s'il y a eu en plus un exercice de matérialité qui a été fait pour identifier les vrais enjeux sociaux, environnementaux, économiques, sociétaux de l'entreprise, ça va être très précieux. Et alors, moi c'est mon prisme conseil en RSE, mais je pense que la RSE est absolument centrale à tous ces projets. Parce qu'on va s'interroger sur
les grands défis auxquels on répond, sur la responsabilité de notre business, sur toute notre chaîne de valeur, sur notre résilience, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est absolument indispensable. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on enchaîne sur la partie suivante parce qu'on y répond. On répond à un grand nombre de vos questions juste après. Martin, tu voulais parler de la manière d'associer les collaborateurs et ça me semble important. Oui, c'est un exemple et en même temps, c'est une façon de répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Alors, c'est vrai que Agnès et moi, on a vraiment pris la problématique de la raison d'être sous l'axe participatif, c'est-à-dire qu'on ne croit pas aux démarches d'un COMEX qui se réunit un vendredi soir et qui définit la raison d'être sur un coin de table. Ça, on n'y croit absolument pas. D'ailleurs, on a vu les catastrophes que ça a pu faire dans certains groupes. Je ne sais pas si vous avez lu, dans la presse américaine s'est régalée avec le cas de Spotify, là, cette entreprise suédoise, où le COMEX a fait une raison d'être le vendredi soir. Ils étaient très contents d'eux, 2 heures de discussion. Ils l'ont posté sur l'intranet et quand ils sont revenus le lundi matin, l'intranet de leur entreprise et les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., Twitter, étaient pleins de railleries de leurs salariés à propos de cette raison d'être dans laquelle ils ne se reconnaissaient absolument pas. Donc ça, c'est le contre-exemple. Nous, on pense que la raison d'être, elle est consubstantielle au corps social. Elle vient du corps social. Donc, on ne peut pas définir une raison d'être si on n'interroge pas, d'abord et avant tout, ce qui compose la société, l'entreprise, c'est-à-dire les salariés. Donc là, c'est un exemple de ce qu'a fait la démarche qu'a pris Orange, où la démarche raison d'être a démarré par un tweet de Stéphane Richard qui invitait chacun à participer, et tout au long du projet, ils ont cadencé avec la consultation, la participation, l'implication des salariés. C'est également ce que fait en ce moment le groupe La Poste, pour lequel on travaille actuellement sur l'élaboration de leur raison d'être, où ils ont à la fois mobilisé beaucoup de salariés pour l'étape 3 dont je parlais tout à l'heure, l'étape de formulation. Donc, on a fait des groupes de travail avec des salariés, des managers, etc., de différents métiers, de différents territoires, pour les faire travailler sur qu'est-ce qui constitue la raison d'être de la Poste. Mais également, ils font une démarche participative où l'ensemble des postiers, donc plus de 200 000 personnes, sont interrogés sur un certain nombre de points qui concernent la raison d'être. Donc, il y a des tas de manières d'associer le corps social. C'est très important de le faire parce que l'objectif de la raison d'être, c'est justement de donner à chacun un cadre d'action. C'est d'être le juge de paix, le phare, la boussole, pour reprendre les expressions du rapport Nota-Sénat. Donc, vous ne pouvez pas faire adhérer des gens qui n'ont pas participé. Il y a plusieurs temps dans l'appropriation. Il y a ce temps que tu viens d'évoquer. Puis après, au moment où la raison d'être est complètement formalisée, il y a un temps après de reveal, de déploiement, de cascading managérial en fonction de la culture de l'entreprise. Tu voulais dire quelques mots sur les erreurs à éviter. Il y en a un certain nombre que tu as déjà traités. Peut-être que tu peux… Oui, effectivement, je pense qu'on peut aller très vite parce que c'est un peu une récap finalement. Bon, projet transversal, on l'a vu tout à l'heure. Il faut que la gouvernance s'en empare. Soyez vigilants à ça, parce qu'on a vu quelques catastrophes quand, hypothèse 1, la plus fréquente, c'est le COMEX qui est à l'initiative et on néglige le conseil d'administration qui découvre qu'on est en train de fabriquer une raison d'être un peu au dernier moment, alors que la loi Pacte est claire. La loi Pacte confie au conseil d'administration la responsabilité d'initier la démarche. Bon, l'inverse peut exister aussi, c'est moins fréquent que le conseil d'administration s'en occupe sans bien impliquer l'exécutif, auquel cas ça donne une raison d'être qui n'imprime pas, parce qu'elle n'est pas branchée sur l'exécutif. Donc, ça c'est un facteur clé de succès essentiel. C'est ce qu'on fait en phase 2 dans notre méthodologie, c'est qu'on s'assure du soutien de la coopération et de la collaboration entre l'exécutif d'un côté et la gouvernance de l'autre. De sous-estimer les moyens nécessaires, il faut un soutien fort de la DG. Quelqu'un demandait tout à l'heure, est-ce que ça peut être simplement l'initiative des salariés? S'il n'y a pas le soutien de la direction générale, ce n'est pas la peine d'y aller. Moi, je déconseille, parce que ça fera de très beaux efforts, on va donner des espoirs, et ça ne verra pas le jour. Donc, il faut être capable de se donner un groupe projet, etc. Ne pas oublier le recensement de l'existant, parce que c'est absolument indispensable de ne pas partir de zéro, mais de bien puiser dans le capital existant dans l'entreprise, occulter la dimension prospective. La raison d'être, elle doit projeter sur l'avenir, sinon elle ne sert à rien. Donc, il faut travailler sur la prospective. Je citais l'exemple du groupe La Poste. Comme c'est une grande organisation, ils ont un historien. Et dans une séance, on l'a fait intervenir. L'idée
de faire le lien entre l'histoire, les racines de l'entreprise et son futur est extrêmement intéressante. Et Agnès y reviendra tout à l'heure, c'est ce qui permet justement de comprendre quelle est l'essence, la substantifique moelle de la raison d'être. Envisager la démarche comme un projet de communication, bon, ça, on est à côté de la plaque, bien sûr. Il ne faut surtout pas faire l'économie d'un vrai travail avec les parties prenantes, il faut les impliquer, il faut tenir compte de la diversité culturelle. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Ne pas ignorer les implications de la stratégie, des process aussi, la culture. On a eu le cas, par exemple, une entreprise qui est implantée en Alsace, qui travaillait sur une raison d'être très orientée sur le dynamisme, l'enthousiasme, etc., et dont on s'apercevait qu'il n'y avait aucune audace, que l'audace, que dès qu'un salarié se mettait en avant, il était plus ou moins calmé, entre guillemets. Donc, il faut aussi que la raison d'être soit alignée avec la culture et les valeurs, et puis ne pas négliger les indicateurs. Je ne suis pas un fou furieux de la mesure, hein. Tout ne se mesure pas, et parfois c'est les choses les plus importantes qui se mesurent le moins, mais d'un autre côté, il faut s'efforcer de mesurer ce qu'on peut mesurer parce que ça guide, parce que ça permet de donner une trajectoire. Il y a une question sur est-ce que quand une raison d'être est définie au niveau société mère, est-ce qu'elle est valable pour toutes les filiales? On vous enverra des réponses précises là-dessus. Bon, ça nécessite effectivement d'y réfléchir. Typiquement dans le cadre du groupe La Poste, la branche service colis, courrier et la banque postale vont avoir des raisons d'être distinctes de celles du groupe. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la cohérence à chacune de ces échelles. Et on a d'autres clients dans lesquels il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire que chacune des branches se dote d'une raison d'être. Je voudrais juste terminer par quelques quand même petits clins d'œil sur ce qu'on trouve difficile. En fait, finalement, ces missions-là d'accompagnement sur la raison d'être, elles sont très récentes. Je pense que beaucoup de consultants et beaucoup d'équipes de direction avaient travaillé sur vision, mission, valeur. J'ai un schéma d'ailleurs en bas à droite qui répond à une des questions qui a été posée. Donc, la raison d'être, elle vient en surplomb de ce travail sur vision, mission, valeur qui préexistait déjà et qui était plus orienté business. Mais en tout cas, sur la raison d'être, on a tous tâtonné, on a développé des méthodologies, on les a essayées. Vous avez certainement entendu parler de l'ikigai, du visioning, etc. Qu'est-ce qu'on en retire? Moi, j'ai 6 points, je fais très vite. Je pense que vous l'aurez compris, mais démarrer la mission avec des acteurs qui, au sein même d'une structure, ne sont pas OK sur la nature de l'exercice à conduire, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir des gens qui se disent que c'est un exercice de com qui, en gros, va être plié en quelques réunions et qui va se résumer à une phrase et n'aura pas trop d'incidence sur la stratégie, et d'autres qui voient vraiment une vision beaucoup plus ambitieuse et une occasion de revisiter le business model. Donc, il y a déjà un premier travail d'harmonisation à faire et ce n'est pas toujours évident. Un autre point qui est compliqué, c'est qu'on se retrouve avec des contributeurs, que ce soit dans les COMEX, les groupes de travail, etc., les ateliers, qui souvent ne savent pas bien ce que c'est que la raison d'être, confondent avec vision, mission, ne voient pas trop ce que c'est que la RSE, ni les ODD, ni l'intérêt général. Et du coup, il y a un gros travail d'acculturation et de mise à niveau. On a été amené dans la plupart des missions à constituer un corpus de supports à envoyer à chacun d'entre eux pour les inspirer. Ça peut être des articles de presse, des vidéos, des MOOC, etc. Je pense que si vous voulez vous lancer, commencez aussi par ça. Le troisième point, si je rentre dans les ateliers eux-mêmes, Martin l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais on a beaucoup de participants qui sont très à l'aise pour expliquer ce que fait l'entreprise, son métier, le what, ses offres, ce qu'elle a eu toujours dans son ADN, sa manière d'opérer ses valeurs. Et c'est assez touchy et compliqué de faire remonter les uns et les autres au niveau du why. Et donc, il faut utiliser des techniques spécifiques pour ça. Le quatrième point, et je suis loin d'être exhaustive, c'est qu'on a considéré qu'il y avait un vrai différentiel entre parfois la manière dont les esprits s'enflamment dans les ateliers et ce que notamment les collaborateurs seraient prêts à mettre dans une raison d'être, et puis les choix sur lesquels au bout du bout le COMEX notamment doit trancher, notamment si la raison d'être doit être inscrite dans les statuts. Et du coup, en tant que consultant ou facilitateur, si vous le faites vous-même, on a un gros travail à faire pour être garant du bon curseur à retenir dans chacun de ces groupes de travail. Avant-dernier écueil, on s'est souvent confronté, et ça dépend de la manière dont le projet est piloté, mais si le projet a été confié à la direction des affaires publiques ou du marketing, on a du mal à bien
faire la distinction entre raison d'être corporate et plateforme de marque, notamment dans les entreprises qui portent pour nom de marque le même nom que l'entreprise. Un des bons retours d'expérience qu'on a en ce moment chez un de nos clients, c'est qu'on travaille en parallèle de l'agence de branding qui, elle, va travailler sur la traduction de la raison d'être dans la plateforme de marque, qui assiste à tous nos ateliers et avec laquelle on va travailler sur sa déclinaison. On pourrait dire la même chose sur la marque employeur. Et puis, Martin en a dit 2 mots aussi, il y a une vraie tentation à aller très vite vers la formulation de la phrase qui va faire le job. Et nous, on est vraiment en s'arc-boute pour qu'on n'en reste qu'au niveau des ingrédients ou des pierres angulaires, parce que l'envie de formuler trop rapidement est assez enfermante. Voilà, donc je m'arrête là. On va peut-être répondre à quelques questions. Vous pouvez télécharger sur notre site, sur celui de Martin aussi, une brochure qu'on a mise en ligne aujourd'hui. C'est vraiment en avant-première. On a essayé de faire le retour d'expérience de la quinzaine de missions menées sur le sujet. Et puis, voilà, vous verrez dans les slides que vous recevrez qu'on faisait des références au prochain webinaire là-dessus. Mais je préfère ne pas perdre trop de temps. Il est déjà 15h01 et voir s'il n'y a pas de possibilité de répondre quand même à 1 ou 2 questions. Peut-être, Mathilde, si tu nous en isoles quelques-unes qui sont venues fréquemment. Oui. On n'a peut-être pas assez abordé la transformation, la traduction opérationnelle de la raison d'être dans les métiers, dans le fonctionnement de l'entreprise, comment on travaille l'appropriation par les salariés de cette raison d'être. Il me semble qu'il y avait plusieurs questions en lien avec ce thème-là. Très souvent, une fois que le manifeste est construit, vous l'avez vu tout à l'heure, avec ses indicateurs, ses KPIs, etc., on mène des groupes de travail métier par métier pour voir la manière dont la raison d'être va pouvoir se traduire. Là, on rejoint un exercice assez courant que vous connaissez, notamment dans les démarches RSE, c'est-à-dire comment traduire des engagements en plan d'action concret. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Oui, il y avait une question sur l'articulation entre le projet RSE et la raison d'être. Parce qu'effectivement, l'idéal, dans un monde parfait, l'idéal, ça serait que l'élaboration de la raison d'être ou la révélation de la raison d'être soit en amont de tout, en amont du plan stratégique, en amont du projet RSE, etc. Bon, la réalité des entreprises n'est pas celle-là, donc il faut pouvoir s'emboîter un peu dans tous les cas de figure. Mais effectivement, la raison d'être, en général, permet de vertébrer la politique RSE, de lui donner plus de cohérence, d'être plus sélectif dans le choix des engagements. Mais on peut très bien avoir une politique RSE beaucoup plus large que la RSE. Je veux dire par là, je garde l'exemple par exemple du groupe La Poste. Bon, ils auront une RSE qui est assez focalisée sur leur contribution, la contribution principale qu'ils estiment apporter à la société, mais ça ne les empêchera pas par ailleurs, au travers des fondations, au travers de ce qu'ils font, de contribuer aussi à d'autres enjeux. Vous voyez ? Donc la raison d'être, c'est finalement, je reprends l'image de la boussole, du phare, c'est l'essentiel, c'est ce qui véritablement ordonne et détermine les principales initiatives de l'entreprise. Et donc, du coup, bien sûr, la politique RSE doit se construire en cohérence avec la raison d'être, elle doit contribuer à lui donner de la chair, à lui donner de l'existence, mais ça n'empêche pas d'avoir une politique RSE qui peut être un petit peu plus complète et de couvrir un peu mieux l'ensemble des parties prenantes. On pourrait s'engager à faire, Martin. Moi, je me dis que si on peut consigner les différentes questions que vous nous avez posées, on peut faire une petite note récap avec quelques éléments de réponse sur les sujets sur lesquels on n'aurait pas eu le temps de creuser aujourd'hui. Du coup, on va surtout vous remercier. Je me dis que le format est quand même assez court. Et du coup, c'était un peu tambour battant. Mais merci de l'intérêt que vous portez à tous ces sujets. Téléchargez cette brochure. Voilà. N'hésitez pas à nous renvoyer des questions via l'intermédiaire de Mathilde, avec grand plaisir. Vous aurez compris que c'est un sujet qui nous passionne, Martin et moi. Moi, j'y ai vu, je dirais, ça serait mon mot de conclusion, mais depuis que je travaille sur la RSE, en gros, une grosse quinzaine d'années, je trouve que ces projets de raison d'être nous ont permis d'être vraiment en contact beaucoup plus direct avec les directions générales des entreprises. Je pense que pour certains d'entre vous, j'ai vu les profils là, qui participaient à la réunion, certains d'entre vous qui avaient des jobs de direction RSE, c'est un fil passionnant à tirer. On a souvent dit que c'était le chaînon manquant, voilà, entre la RSE et la stratégie. On l'a enfin trouvé, donc c'est très satisfaisant.
Portez-vous bien et à bientôt avec plaisir.